Je m'appelle Nathalie, j'ai 47 ans, et il y a une image que je n'arriverai pas à effacer de ma mémoire, même si j'essayais. Mon fils debout dans la salle à manger de ses grands-parents un dimanche de Pâques, un livre de poche dans les mains, la voix de son père dans la gorge. Nathan avait 16 ans. Il tenait Le Petit Prince, l'édition cornée qu'Olivier lui avait donnée 3 semaines avant de mourir, celle qu'il portait partout depuis 14 mois, comme d'autres portent une photo ou une prière. Autour de la table, il y avait Bernard, son grand-père, Arlette, sa grand-mère, Maître Guillemot, que tout le monde appelait Édouard parce qu'il venait à Pâques depuis 10 ans, et moi. Et sur la nappe brodée blanche, entre les restes du gigot et les verres de muscat à moitié vides, il y avait maintenant une enveloppe Kraft que personne n'avait vu venir. Personne sauf Maître Guillemot. Et peut-être Nathan lui-même. Je vais vous dire quelque chose avant de vous raconter comment on est arrivé là. Ce jour-là, je n'avais rien préparé. Ce n'est pas moi qui avais manœuvré quoi que ce soit. C'était Olivier. Depuis 14 mois, depuis l'autre côté, il avait anticipé chaque chose. Il y avait 35 000 € dont personne autour de cette table ne voulait parler depuis des mois. Et ce montant allait enfin avoir un prénom, une date, une signature notarisée, prononcée par la voix de son petit-fils à la place de la sienne. Avant d'aller plus loin, si vous regardez ça en faisant autre chose, posez une seconde ce que vous avez dans les mains. Mettez un like, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, et laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je les lis tous, vraiment. Maintenant, laissez-moi vous emmener au début. J'ai grandi à Périgueux, fille unique d'un géomètre expert et d'une bibliothécaire. Une maison tranquille de bourg, des livres partout, peu de bruit et beaucoup de fond. Mon père m'a appris la chose la plus utile que je connaisse dans la vie. Vérifier la source. Il l'a dit la première fois quand j'avais 13 ans et qu'il a refusé de signer un compromis de vente pour un terrain dont tout le monde lui assurait qu'il était parfait. Il a posé son stylo et il a dit, très simplement, « Une erreur sur le papier, c'est une erreur dans la pierre pour 20 ans. » Je n'ai pas oublié. J'ai fait un DUT de génie civil à Bordeaux, puis l'École nationale supérieure d'architecture. J'ai payé ma 2e année en donnant des cours particuliers et en travaillant les week-ends dans un cabinet. Je me suis installée à Bordeaux après mon diplôme. J'ai acheté une maison à Mérignac à 29 ans avec l'apport de mes parents et un crédit remboursé en 16 ans. Cette maison était à mon nom. Elle l'est toujours. J'ai rencontré Olivier Cochet à 32 ans sur un chantier d'Arcachon. Il supervisait les travaux d'électricité pour une bâtisse que je réhabilitais. On s'était disputé 2 fois sur les délais avant de comprendre qu'on s'entendait bien. Marié 2 ans plus tard à Périgueux, mariage civil, 40 personnes, une robe achetée dans une boutique de la rue Limojane qui n'existe plus. Lise est née l'année suivante, Nathan 3 ans après. 19 ans ensemble. Et puis en février de l'an dernier, Olivier est mort d'un cancer du pancréas à 51 ans. 4 mois du diagnostic à la fin. 3 semaines avant la fin, il avait appelé Maître Guillemot pour quelque chose que je n'apprendrai que bien plus tard. Et il avait donné à Nathan cette édition de poche du Petit Prince en lui disant qu'il y avait quelque chose d'important à l'intérieur. « Tu sauras quand l'ouvrir vraiment », il lui avait dit. Nathan avait cru qu'il parlait du roman. Ce que j'avais mis de côté pour Lise depuis sa naissance, c'était 22 000 € sur un livret A. Quinzaine après quinzaine, depuis 19 ans, depuis le premier mois de sa vie où je l'avais allongée dans sa turbulette et décidé que quelle que soit la façon dont les choses iraient, elle partirait de chez moi avec quelque chose de concret en poche. Les années où le cabinet allait bien et celles où les chantiers tardaient à se confirmer. Les mois où Olivier était en déplacement et ceux où il faisait les courses parce que j'avais une livraison jusqu'au soir. 22 000 €. Pour ses études, pour son premier loyer,
pour la liberté que je voulais lui fabriquer, quinzaine par quinzaine. Bernard le savait. Je lui en avais parlé une fois, lors d'un repas du dimanche il y a 2 ans, et il avait hoché la tête avec cet air de quelqu'un qui classe une information en se demandant si elle sera un jour utile. Je n'avais pas su lire ça à ce moment-là. Et si l'une d'entre vous sait ce que ça représente, porter pendant des années quelque chose qui n'est pas pour vous, mettre de côté même quand le mois est serré, parce que l'idée que votre enfant parte un jour avec du solide sous les pieds, ça ne se reporte pas. Mettez un like, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et partagez ça avec quelqu'un qui comprendra. Parce que ce que Bernard avait décidé de faire avec cette information, je vais vous le dire. Maître Édouard Guillemot venait au Pâques des Cochers depuis 10 ans. Il avait été le témoin de mariage d'Olivier. Ils se connaissaient depuis l'enfance, famille bordelaise entrelacée depuis une génération. C'était le genre d'homme qu'on ne remarque pas dans une pièce jusqu'au moment où on le cherche et qu'on réalise qu'il a tout observé. Pendant ces 14 mois de dimanche, il n'avait jamais fait plus que sourire, accepter une deuxième part de tarte aux noix, discuter avec Bernard de choses respectables et légèrement distantes. Sauf une fois. En novembre, 3 mois après la mort d'Olivier, je rangeais les verres dans le buffet de la salle à manger pendant que les autres prenaient le café au salon, et il était entré sans bruit. Il avait dit, très bas, « Nathalie, si vous avez une question sur la succession, n'importe laquelle, appelez-moi. Pas à titre professionnel, en tant qu'ami d'Olivier. » Et il était reparti avant que j'aie pu répondre. J'y avais pensé 1 ou 2 fois depuis, pas assez. Nathan, ce dimanche de Pâques, portait son livre différemment des autres dimanches. En arrivant dans l'entrée des Cochers, il l'avait posé sur la tablette, puis l'avait repris immédiatement et mis dans la poche intérieure de sa veste. Le geste de quelqu'un qui vérifie qu'il a bien ce dont il a besoin avant une porte importante. Je l'avais vu, je n'y avais rien lu encore. Ce dimanche de Pâques, Bernard avait été agréable dès l'apéritif. Trop agréable. Il avait servi lui-même le lillet blanc avec une rondelle d'orange, complimenté Nathan sur ses résultats, demandé des nouvelles de Lise à Bordeaux avec un intérêt qui sonnait un demi-ton trop haut. Arlette avait sorti le gigot qu'elle faisait depuis 40 ans, le même depuis aussi longtemps que je la connaissais, avec les flageolets et la persillade et l'odeur du four ouvert qui prenait toute la maison. Maître Guillemot avait apporté un Saint-Émilion et s'était installé en face de Nathan avec son sourire de quelqu'un qui attend patiemment. C'était un repas presque ordinaire, la différence était dans quelque chose d'infime. Bernard ne regardait pas tout à fait les gens dans les yeux. Il regardait un point légèrement à côté, ce point précis d'un homme qui répète mentalement ce qu'il va dire. À mi-repas, Arlette avait levé son verre dans ma direction. « On est tellement content que tu sois là, Nathalie. Tu sais qu'on te considère vraiment comme notre fille. » J'avais souri. « C'est gentil, Arlette. » Et sous la table, j'avais envoyé un message à ma sœur à Périgueux. Un seul. Chez les Cochers. Quelque chose se prépare. Pas d'explication. Juste pour ne pas disparaître sans trace. Ma sœur avait répondu en 30 secondes. « Je suis là. » 3 mots. Et quand les assiettes ont été débarrassées, quand le café a été servi dans la grande cafetière en verre d'Arlette, quand Bernard a replié sa serviette en lin et s'est levé lentement de sa chaise, le lacet de son soulier gauche qui commençait à peine à se défaire, un détail que je n'aurais jamais dû remarquer, que je ne peux plus ne pas voir, il a dit, avec ce sourire de patriarche raisonnable qu'il portait depuis des mois, « Il faudrait qu'on parle de quelque chose. En famille. » Bernard s'était tenu debout 1 seconde entière avant de parler. Il y a des silences qui ont une texture. Celui-là avait la texture du béton fraîchement coulé, le genre qui durcit si vous n'agissez pas vite. Nathan regardait son grand-père. Maître Guillemot regardait la nappe. Arlette s'était levée chercher le sucre qu'elle avait oublié,
ou qu'elle faisait semblant d'avoir oublié. Bernard avait les mains dans le dos et il a dit, avec la voix de quelqu'un qui a répété ça plusieurs fois, « Vous savez, depuis la mort d'Olivier, il y a des frais qui s'accumulent. La maison, les charges, des choses qu'on n'avait pas prévues. On gère, mais c'est difficile. » J'avais attendu. Je savais qu'il n'en était pas encore là où il voulait en venir. Ce qu'Olivier aurait voulu, j'en suis convaincue, c'est que la famille reste solidaire, que tout le monde se serre les coudes dans les moments difficiles. Il avait regardé Nathan un instant, pas longtemps, mais je l'avais vu. Le livret de Lise, les 22 000 € dont tu parles de temps en temps. On se disait que pour un moment, pour les dépenses communes, ça permettrait de... Il n'avait pas terminé. Il attendait que je termine à sa place, que je cède l'espace que sa voix avait creusé dans la pièce. J'avais appris quelque chose en 19 ans de mariage dans cette famille. Bernard Cochet ne finissait jamais les phrases qui lui coûtaient quelque chose. Il en disait 60% et il attendait que l'autre en fasse le reste. Olivier me l'avait expliqué une fois, avec une affection fatiguée dans la voix. C'est sa façon de ne pas avoir à assumer entièrement ce qu'il dit. J'avais regardé la nappe brodée blanche d'Arlette, les petites fleurs bleues qu'elle y avait cousues une par une dans les années 1990, et j'avais pensé à une chose très précise. Mon père et le compromis de vente. Une erreur sur le papier, c'est une erreur dans la pierre pour 20 ans. Je vais vous dire ce que ça fait d'être assise en face d'un beau-père de 72 ans qui vous demande l'argent de votre fille. Ça ne fait pas de l'indignation, pas d'abord. D'abord, ça fait quelque chose de froid et de plat. Comme quand vous comprenez que quelqu'un que vous aviez mis dans la case « compliqué » appartient en réalité à une case différente et que cette reclassification est définitive. Je n'allais pas crier, pas dans cette salle à manger, pas devant Nathan, pas avec cette nappe brodée sous les mains. Mais les 14 mois qui avaient précédé ce dimanche m'avaient coûté quelque chose que je ne savais pas nommer précisément. Une sorte d'usure tranquille. Le genre d'épuisement qui n'est pas visible de l'extérieur, mais qui creuse. Les dimanches où j'avais mangé le gigot d'Arlette en tenant ma place parce qu'Olivier me l'avait demandé. Les fois où Bernard avait mentionné ce qu'Olivier aurait voulu, comme si le prénom de mon mari mort lui donnait une autorité que la vie commune ne lui avait jamais donnée. Les fois où j'avais souri et répondu poliment parce que Nathan et Lise étaient dans la pièce et que leur deuil à eux était ma priorité absolue. Je n'avais jamais rien dit, je ne regrette pas, mais je vous mentirais si je vous disais que ça n'avait rien coûté. Il y avait quelque chose que je gardais très soigneusement, tout au fond, dans un endroit qui ressemble à de la patience quand on le regarde de l'extérieur et qui ressemble à autre chose quand on est celle qui le porte. Je m'en souviens maintenant parce que ce dimanche-là, ce quelque chose avait enfin compris où il était. Arlette était revenue avec le sucre. Elle avait posé le bol sur la table et s'était assise, les mains croisées devant elle, le visage de quelqu'un qui sait ce qui se passe et qui a choisi de ne pas le voir. Bernard attendait toujours. Nathan avait les yeux sur moi, ses yeux bleu-gris, les yeux d'Olivier, avec quelque chose dedans que je n'arrivais pas encore à lire complètement. Maître Guillemot n'avait pas bougé. J'avais sorti mon téléphone. J'avais ouvert l'application bancaire, le livret de Lise, celui que j'avais ouvert à sa naissance dans une agence de la rue Judaïque à Bordeaux 19 ans plus tôt. J'avais posé le téléphone, face en haut, au centre de la table, sur la nappe brodée d'Arlette. L'écran affichait 22 340 €. C'est le livret de Lise, j'avais dit. Ma voix était calme, je veux dire vraiment calme, pas la fausse calme des gens qui se retiennent de crier, mais celle de quelqu'un qui a vérifié la source et qui sait ce qu'il dit. Il est à son nom. Je suis tutrice légale. Si vous vouliez me poser une question sur ce compte, vous auriez dû me l'adresser directement, en dehors de cette table, avant aujourd'hui.
Je n'avais pas repris le téléphone. Je l'avais laissé là, au centre de la nappe, le solde visible de partout. Bernard avait froncé les sourcils. Sa bouche avait fait un mouvement avant de se refermer. Arlette regardait son café. C'est là que maître Guillemot avait reposé sa tasse, sans bruit. Il n'avait pas élevé la voix. Il n'élevait jamais la voix. J'avais l'impression que ce n'était pas dans sa nature. Il avait dit, en regardant Bernard avec cette précision retenue qui était la sienne, « Bernard, si je puis me permettre, Olivier avait des idées très précises sur la destination des fonds de ses enfants. Il me l'a dit explicitement. C'était son droit en tant que père, et c'est un droit qui lui survivait. » Bernard s'était immobilisé. Maître Guillemot n'avait pas continué. Il n'avait pas besoin de continuer. La phrase était posée sur la table, comme mon téléphone, là, visible, impossible à contourner. Bernard avait regardé le notaire avec quelque chose dans les yeux que je reconnaissais maintenant pour ce que c'était. La crainte de quelqu'un qui espérait qu'un secret était mort avec celui qui le détenait, et qui commence à comprendre que non. Il avait pris une inspiration, et il avait dit, avec une insistance dans la voix, celle qu'on prend quand on sent que quelque chose vous échappe et qu'on essaie de le reprendre. Olivier m'aurait compris. Olivier savait ce que c'était que de tenir une famille, de protéger les siens. Il n'aurait pas voulu que ses enfants regardent leur père se débattre. Il avait prononcé le prénom d'Olivier 2 fois en 30 secondes. Je savais ce que ça voulait dire. C'était sa dernière carte. C'est à ce moment-là que j'ai entendu, dans le silence qui avait suivi, le bruit du tissu d'une poche intérieure de veste qui s'ouvre. Nathan n'avait pas parlé depuis le début de la conversation. Il avait mangé son gigot, écouté son grand-père, regardé sa mère, regardé maître Guillemot et gardé les mains sous la table. 16 ans. Les yeux de son père. Et maintenant ses 2 mains posées à plat sur la nappe, et sur la nappe, Le Petit Prince. L'édition cornée, le dos légèrement fendu d'avoir été trop souvent ouvert, ou trop souvent tenu sans être ouvert. Il avait dit, simplement, sans élever la voix, « Papy !» Bernard avait regardé son petit-fils. « Papa me l'a donné 3 semaines avant de mourir. Il m'a dit qu'il y avait quelque chose d'important à l'intérieur. Il m'a dit que je saurais quand l'ouvrir vraiment. » Il avait ouvert la couverture intérieure. À l'intérieur, collée au carton, une enveloppe Kraft. L'écriture dessus était celle d'Olivier. Je l'aurais reconnue entre 1000, cette façon qu'il avait d'appuyer trop fort sur les T et trop peu sur les A. L'écriture d'un électricien qui a appris à rédiger des rapports techniques, propres et légèrement tassés. Nathan. C'était tout ce qu'il y avait d'écrit sur l'enveloppe. Le prénom de mon fils. Bernard s'était levé à demi, un mouvement réflexe, le corps avant la pensée. Maître Guillemot avait posé la main à plat sur la table, pas pour arrêter quoi que ce soit, juste pour être là, présent, comme en poids stable. Il avait dit, Olivier me l'avait indiqué, je lui avais conseillé de le faire. Je suis heureux que Nathan ait jugé que le moment était venu. Arlette avait porté la main à sa bouche. Je ne regardais pas Bernard, je regardais mon fils. Nathan avait décacheté l'enveloppe avec soin, pas en la déchirant, mais en faisant glisser son doigt sous le rabat comme on ouvre quelque chose qu'on ne veut pas abîmer. Il avait sorti 3 feuillets, écriture recto verso, la même écriture que sur l'enveloppe, mais plus petite, plus dense, l'écriture de quelqu'un qui a beaucoup à dire et qui sait qu'il n'a pas autant de pages qu'il voudrait. Je savais ce qu'il y avait. Je vous mentirais si je vous disais que je ne savais pas. Mais savoir et entendre sont 2 choses différentes. Entendre dans la voix de son fils ce que son mari avait écrit 3 semaines avant de mourir, ça, personne ne peut vraiment s'y préparer. Nathan avait commencé à lire. Sa voix n'avait pas tremblé. Ça m'avait frappé. Cette façon qu'il avait de tenir la voix droite, comme son père tenait les câbles, proprement, sans marge d'erreur. « Mon fils, » il avait commencé. « Si tu lis ça, c'est que tu as su.
Je savais que tu saurais. Ta mère t'a appris à vérifier. Moi, je t'ai appris à attendre le bon moment. Je t'ai fait confiance pour les deux. » Il s'était arrêté une seconde, juste une. Et si quelque chose en vous a déjà attendu qu'une voix revienne et qu'elle est revenue par une voix différente, par la voix de quelqu'un que vous aimiez autant que la première, vous savez ce que j'avais dans la poitrine à ce moment-là. Mettez un like si vous êtes encore là, abonnez-vous pour ne pas rater ce qui arrive, parce que ce que Nathan a lu ensuite, je ne l'avais pas vu venir de cette façon. La lettre continuait. La maison de Mérignac, au nom de Nathalie seule, achetée avant le mariage, non soumise à la succession commune. Olivier en avait fait l'inventaire précis, avec les références cadastrales, parce qu'il savait que quelqu'un pourrait un jour vouloir en flouter les contours. Le livret A de Lise, expressément désigné comme bien propre de leur fille, exclu de tout arrangement familial par la volonté formelle de son père. Et puis, Nathan avait marché une seconde avant de continuer. Un silence minuscule, le genre qu'on prend quand on sent qu'on est sur le point de dire quelque chose d'irréversible. Il y a une dette, également, dont j'aurais dû parler de mon vivant. Je ne l'ai pas fait, je le regrette. Le 15 mars 2019, j'ai fait un virement de 35 000 € au compte de Bernard Cochet, mon père. Nathan avait levé les yeux. Bernard n'avait plus fait le moindre mouvement. Ce virement est documenté. Il a été formalisé devant Maître Guillemot le 14 mars 2022, 6 semaines avant ma mort, précisément parce que je savais que je ne serais plus là pour le réclamer moi-même. Cette somme est due à ma succession, donc à Nathalie et à mes enfants. J'aurais voulu ne pas avoir à écrire ça, mais j'aurais voulu beaucoup de choses. Bernard s'était rassis. Sa chemise bleue à carreaux avait trempé sous les bras. Il regardait la nappe. Maître Guillemot avait sorti un dossier de la poche intérieure de sa veste en lin beige. Fin, propre, le genre de dossier que les notaires portent quand ils savent exactement à quel moment ils vont en avoir besoin. « J'ai les documents correspondants si vous souhaitez les consulter », il avait dit. Il avait dit ça comme on dit l'heure. Un fait, une information, sans inflexion particulière. Il avait posé le dossier sur la table, à côté de mon téléphone qui affichait toujours les 22 340 € du livret de Lise, à côté du Petit Prince, ouvert avec ses feuillets écrits à la main, et cet ensemble de 3 choses au centre de la nappe brodée d'Arlette était, je crois, l'image la plus précise que je pourrais donner de ce que mon mari avait construit en silence dans les semaines qui avaient précédé sa mort. Il avait tout prévu. Il avait attendu le dernier moment où il pouvait encore agir, et il avait agi. Il avait donné le livre à Nathan. Il avait appelé Maître Guillemot. Il avait écrit la lettre. Et il avait fait confiance à son fils de 16 ans pour savoir, 1 an et demi plus tard, exactement quand poser le livre sur la table. J'aurais voulu pouvoir lui dire que Nathan avait su. J'aurais voulu pouvoir lui dire beaucoup de choses. Bernard n'avait pas ouvert le dossier. Je ne pense pas qu'il en ait eu besoin. Il connaissait les chiffres. Il les connaissait depuis 2019, depuis le jour où Olivier lui avait fait ce virement, depuis le jour où il avait dit « Je réglerai ça en 2 ans, promis », et où les 2 ans étaient passés, et puis 4 ans, et puis Olivier était mort, et Bernard avait cru, j'imagine, que la mort d'Olivier était aussi la mort de la dette. Il avait cru que le secret était parti avec son fils. Il s'était trompé. Je regardais mon beau-père. 72 ans, la chemise trempée, les mains posées à plat sur ses genoux, le dos légèrement voûté d'1 centimètre de plus que d'habitude. Je m'attendais à ressentir quelque chose de précis. De la satisfaction peut-être, ou de la colère enfin libérée, ou cette forme de légèreté qu'on décrit dans les films quand une vérité longtemps retenue est enfin dite à voix haute. Ce que je ressentais, c'était autre chose. Une tristesse précise. Pas de la pitié, je veux être honnête là-dessus. La pitié aurait été trop simple et trop propre.
C'était quelque chose qui ressemblait à comprendre enfin le vrai visage d'une chose qu'on avait regardée de profil pendant des mois. Bernard Cochet n'était pas un monstre. C'était un homme de 72 ans qui avait fait un mauvais choix à 58 ans et qui avait passé 14 ans à en payer les conséquences en silence jusqu'à ce que les conséquences s'accumulent trop. Il avait regardé sa belle-fille veuve et il avait pensé « Elle a de l'argent, la famille a des besoins, et le deuil rend les gens malléables. » Il s'était trompé sur les deux. Arlette avait les yeux fermés. Nathan avait replié doucement les feuillets et les avait remis dans l'enveloppe, et l'enveloppe dans le Petit Prince, et le Petit Prince dans la poche intérieure de sa veste. Il avait fait ça avec le même soin qu'il avait mis à l'ouvrir. Je l'avais regardé faire, et j'avais pensé, pas pour la première fois depuis 14 mois, mais pour la première fois sans que ça me brise quelque chose en le pensant, Olivier aurait été fier. J'avais pris mon sac, je m'étais levée. J'avais embrassé Arlette sur les 2 joues, comme toujours, les mains légèrement froides de la vieille dame sur mes bras. Puis je m'étais tournée vers Bernard. Il m'avait regardée. Je lui avais dit, une seule phrase, la voix très calme, la même voix que j'utilise quand je remets un devis à un client difficile, « Je te ferai parvenir les coordonnées de mon notaire pour les modalités de remboursement. » Et je suis sortie. Nathan était derrière moi. Dans le couloir, en mettant mon manteau, j'avais senti sa main sur mon épaule. Juste une seconde, le geste d'un fils de 16 ans qui ne sait pas encore exactement comment on console sa mère, mais qui sait qu'il faut être là. J'avais posé ma main sur la sienne. On n'avait rien dit. Dans la voiture, j'avais défait mon chignon. Je conduisais avec les cheveux défaits, ce que je ne fais jamais, et j'avais mis la radio sur une station de Bordeaux qui passait quelque chose d'instrumental, et pendant 18 minutes, je n'avais pensé à rien de précis. 3 semaines plus tard, j'ai appris par Lise que sa grand-mère Arlette l'avait appelé pour lui expliquer que « ton grand-père a eu des petits soucis d'argent, mais ça se règle en famille ». C'était la formulation choisie par Arlette pour expliquer à sa petite-fille ce que toute la famille Cochet avait désormais appris. Je n'ai rien ajouté. Les 22 340 € sont toujours sur le livret de Lise. Maître Guimard s'occupe des modalités de remboursement. Nathan porte toujours le Petit Prince dans sa poche, mais différemment maintenant. Plus légèrement, je crois, comme quelque chose dont on a accompli la mission. Je m'appelle Nathalie. J'ai 47 ans, et la leçon que mon père m'a apprise à 13 ans, vérifier la source toujours, je ne savais pas, ce jour-là dans son bureau, avec son stylo posé sur le compromis, que je l'apprendrais encore une fois 34 ans plus tard. Cette fois, par la voix de mon mari, dans la gorge de mon fils. Avant de partir, est-ce que quelqu'un dans votre vie a pris une décision pour vous protéger avant de s'en aller? Une décision que vous n'avez comprise que longtemps après? Laissez-moi ça en commentaire, je les lis tous. Et si cette histoire est restée avec vous, si quelque chose en vous a reconnu ce que ça coûte de tenir droit quand personne ne vous regarde tenir droit, mettez un like, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire et partagez ça avec quelqu'un qui a besoin de savoir que les preuves, parfois, attendent patiemment qu'on soit prêt à les lire.